Salut l'artiste, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première vidéo de correction de 2023. Donc premièrement, merci à tous ceux qui ont pu participer pendant l'année précédente, donc au niveau des corrections. Merci d'avoir joué le jeu, c'est à la fois enrichissant pour moi et j'espère en tout cas que ça allait également pour vous. Donc quoi qu'il en soit, ici on va corriger donc 4 dessins. Donc on a 2 dessins de Corinne, donc ici un paysage donc au pastel, ici une nature morte au pastel également, ensuite un dessin de Eliane, je vais enlever ça, donc ça sera plus joli comme ça avec la couleur, et ensuite un dessin de Lynn ici qui est un tableau à la peinture à l'huile. Lynn, je réserve donc le second dessin que vous m'avez envoyé pour la prochaine vidéo. Comme ça, je vais pouvoir passer un petit peu plus de temps dessus. Et donc voilà. Avant de commencer la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Aussi, je vous mets en description les liens pour vous inscrire gratuitement à ma lettre d'information et recevoir gratuitement, là encore, mon PDF sur la perspective. Et je vous mets également les liens de mes formations directement en dessous. Allez, on commence tout de suite avec le dessin de Corinne. Donc, comme vous le savez certainement si vous regardez un petit peu les vidéos de correction, Corinne utilise énormément donc le pastel sec. Ici, donc on a un très beau paysage, Corinne, on a un très beau paysage que vous avez réalisé ici. Je vais pas avoir grand chose à dire, donc étant donné que les couleurs fonctionnent très bien, vous avez une belle composition. La part entre la partie du ciel ici et la part entre la partie de la mer et de l'eau ici, du sol fonctionne plutôt très bien. Vous avez également une belle diagonale ici qui donne une certaine dynamique à votre dessin. On aurait peut-être aimé un petit oiseau quelque part pour renforcer cette dynamique, mais voilà, quoi qu'il en soit, ça fonctionne très bien. Vous avez un autre point qui fonctionne bien aussi, c'est la réalisation des ombres. Donc on n'a pas énormément d'ombres au niveau de l'arrière-plan ici. On a quand même quelques ombres au niveau des arbres, etc. Mais je parle surtout du premier plan. Donc on a vraiment cette sensation de volume ici au niveau du ponton. Vous avez toute la partie ici à droite qui est dans l'ombre. Et ensuite donc la partie qui est au-dessus qui va recevoir la lumière. Donc ici ça fonctionne plutôt très bien. J'ai à peu près les mêmes remarques que les fois précédentes sur vos précédents dessins. C'est peut-être une utilisation du blanc un peu trop systématique par moment. Donc là on voit par exemple ici vous avez des touches de blanc de ce côté-là, de ce côté-là. On a encore des touches de blanc ici, ici, etc. Ici ça fonctionne un peu mieux par rapport aux anciens dessins parce que on a toute une zone ici qui est assez uniforme, donc ici au niveau de l'eau, qui détache bien le premier plan de l'arrière-plan, ce qui fait que même si on a pas mal de touches de blanc, on comprend bien quand même où regarder. Donc voilà, mais faites quand même un petit peu attention, essayez peut-être de diminuer un peu, de casser légèrement les blancs utilisés. Ici par exemple on voit qu'on n'est pas sur du blanc pur, mais sur une teinte de blanc. Donc si on vient récupérer ici, vous voyez on est un peu sur du gris, un peu jaunâtre, etc. Donc finalement ça fonctionne bien. Ici on a des zones qui vont être un peu plus blanches, donc ça se mélange un petit peu avec le fond, donc ce qui fait que ça fonctionne quand même. Mais voilà, faites quand même un petit peu attention par rapport à ça, d'accord? Alors je vais juste vérifier quelque chose au niveau de la saturation. Donc vous voyez ici, quand on regarde au niveau des valeurs, vous voyez que ça fonctionne bien également. On a le premier plan qui va se détacher grâce aux ombres que vous avez mis ici. Peut-être il aurait fallu renforcer légèrement au niveau de l'ombre ici, mais voilà, ça va dépendre là encore de votre référence. Vous avez les arbres du fond qui sont peut-être un petit peu sombres de ce côté-là, mais bon, ça peut quand même aller.
peut-être avec cette valeur, donc c'est un peu la valeur que vous avez utilisée ici au niveau des arbres. C'est peut-être un petit peu foncé, mais voilà, ça fonctionne, ça permet quand même de détacher avec la mer qu'on voit ici en fond. Donc en vrai, ça fonctionne plutôt bien. On aurait peut-être aimé ici une zone un peu plus lumineuse, peut-être juste simplement pour attirer le regard à un endroit plus spécifique. Peut-être il aurait été intéressant comme ça. En termes de valeur par exemple, il aurait peut-être été intéressant. Alors je vais juste faire ça sur un autre calque. Il aurait peut-être été intéressant par exemple de concentrer un peu le regard de ce côté-là. Et peut-être même de l'autre côté, donc voilà, à voir, hein, à essayer. C'est pour ça qu'il est important, avant de commencer votre dessin, peut-être de faire un petit croquis au crayon pour voir un peu au niveau de la composition. Juste vérifier s'il n'y a pas une façon d'arranger un petit peu mieux les choses, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que je peux vous recommander, que ce soit pour faire une peinture, que ce soit pour faire ici du pastel ou de la gouache, etc. N'hésitez pas à faire un petit croquis au départ en noir et blanc, hein. On n'est pas forcément obligé de mettre la couleur tout de suite, mais un petit croquis en noir et blanc simplement pour vous aider à peut-être à réfléchir en amont à la composition. Ça va vous permettre de savoir vers où aller et peut-être vous permettre également d'améliorer cette composition, d'optimiser. Vous voyez, comme ça, peut-être voilà, peut-être choisir une zone où vous allez avoir un tout petit peu plus de lumière. Comme on a cette belle diagonale ici, ça pourrait être carrément de l'autre côté, d'accord? Vous pouvez comme ça peut-être travailler de ce côté-là. Voilà, peut-être effacer de l'autre côté et ensuite privilégier cette partie qui va être plus éclairée que l'autre, d'accord? Donc si j'enlève comme ça, vous voyez peut-être travailler davantage ici sur la luminosité des nuages, par exemple. Voilà. Et retranscrire ces informations ici au niveau de l'eau. Donc voilà, je le fais vite, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la démarche. Vous voyez comme ça, donc on a une lecture qui va être peut-être plus intéressante et moins plate. Après, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez montrer. Peut-être que justement le plus intéressant ici, c'est de montrer un peu le ponton qui est un petit peu délabré par rapport au reste de l'image. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez montrer. Dans ce cas-là, peut-être c'est intéressant d'augmenter les contrastes autour du ponton pour le détacher encore un petit peu. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous disais, ça fonctionne plutôt bien. Donc ce qui fait que j'ai pas grand-chose à dire. Dernier petit point peut-être, c'est un petit peu les mêmes remarques que je vous faisais sur d'autres dessins. Donc c'est attention au fond, vous avez tendance à utiliser des couleurs très très vives pour des parties du décor qui sont un peu éloignées. Je pense qu'il faudrait descendre un petit peu en saturation. Donc ici on a de gauche de droite à gauche, pardon. Donc les couleurs plus saturées, les couleurs moins saturées à gauche. Peut-être qu'il faudrait redescendre un petit peu, donc vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas, mais comme vous êtes ici sur une partie de la plage qui est un peu plus éloignée par rapport aux spectateurs, peut-être qu'il faudrait éviter comme ça d'utiliser des couleurs trop saturées. Parce que malheureusement, si vous utilisez des couleurs trop saturées, on perd cet aspect un peu réaliste que vous avez donné ici. Donc voilà, n'hésitez pas comme ça à désaturer les éléments qui sont un peu plus éloignés. Peut-être même ici au niveau de la mer. Quoique non, vous êtes plutôt pas mal. Peut-être juste en luminosité remonter un tout petit peu. En essayant de ne pas perdre le contraste avec l'avant-plan ici. Voilà. Mais sinon c'est à peu près tout. On a juste une bande ici qui me paraît un peu bizarre. Hop.
une borne ici qui me paraît un peu bizarre, mais là encore ça dépend de la référence que vous avez utilisée. Je sais pas exactement ce que ça donne en termes de couleur. Peut-être que c'est une bande qui ne reflète pas ici avec peut-être des algues, etc. Donc je sais pas. Donc ça me paraît un petit peu bizarre, mais voilà, simplement à vérifier. Sinon, pour moi, le reste fonctionne très très bien. Comme je vous disais, n'hésitez pas également, même si vous utilisez des bleus ici, peut-être à apporter une plus grande variété au niveau des couleurs ici. Vous avez des beaux jeux de couleurs ici, ici à droite, notamment avec les couleurs un peu brunes ici, ça fonctionne assez bien. Ici, on aurait peut-être aimé un traitement un peu similaire, pas en termes de valeur, car ici, on est bien sûr plus foncé qu'ici, mais peut-être qu'il aurait fallu justement de ce côté-là apporter une variété de bleu pour enrichir un petit peu votre rendu ici. Ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà. Vous voyez simplement enrichir un petit peu en termes de teinte de bleu. Donc là, la difficulté, c'est que quand vous êtes face à des différences de teinte comme ça, il va falloir trouver le pastel qui possède la couleur dont vous avez besoin. Donc c'est assez délicat. Si vous n'avez pas plusieurs teintes, ça va être assez compliqué de pouvoir représenter ça. Donc voilà. Après, hop, ici, c'est assez simple. Avec le numérique, c'est un petit peu l'avantage d'avoir accès à toutes les couleurs qu'on souhaite. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu dans l'idée qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Ensuite, dernier point, comme je vous disais, c'est vraiment des petits points. Il y a vraiment pas mort d'homme, comme disait un de mes anciens professeurs. Ici, dernier point, comme je vous disais, c'est au niveau du dessin des arbres. Ça me paraît un petit peu grossier, donc par rapport au reste de votre dessin, vous avez un dessin qui est très bien réalisé. Cependant, au niveau des arbres, on a un peu cette tendance du dessin un peu pâté avec des grosses masses comme ça. Quand vous dessinez des arbres, il faut essayer d'éviter des masses trop importantes, surtout au niveau du tronc. Si vous avez un tronc qui paraît trop épais, ça va vous gâcher un peu cet effet réaliste. Et donc ce qu'il faut essayer, c'est peut-être de vraiment de maximiser au niveau de votre coup de pastel, de vraiment utiliser la tranche du pastel pour essayer d'avoir des traits le plus fins possible. Je pense qu'en faisant ça, vous allez grandement améliorer la qualité de rendu de vos arbres et donner un aspect un peu plus fin et un peu plus réaliste au niveau des troncs, d'accord? Donc voilà, simplement réduire un petit peu comme ça. Juste en réduisant un petit peu, ça va automatiquement créer un effet un peu différent en termes de rendu. Donc la difficulté ici, c'est que il va falloir utiliser un pastel fin. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est peut-être d'utiliser, de mixer un pastel entier et puis des crayons de pastel. Donc achetez quelques crayons pour vous aider avec les mêmes gammes colorées. Ça va vous permettre d'être un peu plus fin dans votre travail de certains éléments. D'accord? Donc on a des éléments ici comme le ponton qu'on va plutôt travailler en grosse masse. Car on a une partie qui est dans l'ombre, une partie qui est dans la lumière et qui vont assez facilement pouvoir se dessiner avec des grosses touches de couleur. En revanche, on a des éléments comme ici les troncs, ou sinon, par exemple, si vous dessinez un décor en ville, par exemple, avec des fils électriques, etc. Si vous dessinez ces éléments-là qui ont besoin d'être relativement fins,
et que vous les dessinez avec des coups de pastel qui vont être très épais, automatiquement vous allez perdre en rendu au niveau de votre dessin et vous allez perdre en réalisme également. Et c'est un petit peu dommage car l'ensemble de votre dessin, pour le reste, ça fonctionne très bien et vous avez un rendu qui est vraiment très cohérent par rapport au reste. D'accord? Donc voilà, faites bien attention à ce petit détail là, c'est quand même important pour le rendu final. Donc, vous voyez ici, juste en faisant ces quelques petites modifications, vous voyez ça fonctionne un peu mieux en termes d'aspect, de rendu au niveau des arbres. Voilà, c'est vraiment pas grand chose, mais ça peut être très intéressant quand vous allez traiter de la végétation par exemple. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour moi pour votre dessin. Donc comme je vous disais, il n'y a vraiment pas grand chose à modifier. Vous voyez au niveau de la différence, on a juste quelques éléments, c'est vraiment pas grand chose. Votre dessin fonctionne très très bien comme ça. Vous avez de très belles couleurs, donc continuez sur cette lancée. Cependant, une petite remarque donc pour cette photographie et la suivante, faites juste attention à la façon dont vous prenez les photos. Donc là, on a l'image qui est très descendue, très déformée, etc. Donc essayez, si vous pouvez, de faire une photo un peu plus de face et un peu moins floue également, si vous pouvez. Ça sera vraiment plus intéressant pour les corrections. D'accord? On poursuit ici avec le second dessin de Corinne. Donc la première remarque que je pourrais faire ici, c'est concernant la photographie notamment. Donc comme je vous le disais sur le dessin précédent, donc faites bien attention. Vous avez ici une photo avec un... Je vais mettre en rouge pour vous montrer. Justement, ce que je souhaite éviter, c'est on a une déformation et la perspective a tendance comme ça à raccourcir la partie haute du dessin. En fait, c'est dû au fait que vous avez fait la photo trop bas par rapport au dessin. Il faut essayer d'être le plus en face possible, ce qui fait qu'on a pas mal de déformations. Et du coup, ces déformations entraînent des déformations au niveau de votre dessin même et de la perception de votre dessin. Donc faites bien attention à ça. Vous avez notamment ici toute la partie haute qui est assez floue également, donc essayez de bien vous placer en face. Et pareil au niveau des ombres, on a cette partie qui est un peu plus dans l'ombre que le reste, ce qui fait que voilà, on n'arrive pas bien à déterminer la colorimétrie au niveau de votre dessin. Est-ce que du coup ce bleu qui est ici est vraiment le bon bleu par rapport à l'ombre qui est un petit peu sur votre dessin? Donc voilà, essayez de faire attention à ça, d'accord? Ensuite, concernant votre dessin même, alors je peux essayer quelque chose éventuellement, juste de déformer un petit peu pour essayer de récupérer votre dessin original. Hop, comme ça, on a l'air pas trop mal. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop écrasé le dessin ici, mais ça me semble un petit peu mieux, d'accord? Voilà. Alors, je vais faire un truc tout de suite, comme pour le dessin précédent, j'ai placé un calque qui va me permettre de vérifier le noir et blanc. Donc ici, vous voyez que quand je passe en noir et blanc, ça fonctionne plutôt pas mal. On a une zone ici qui est très lumineuse, donc là, comme je vous disais, je sais au niveau, on a une ombre. On voit la différence entre le fond blanc ici et le fond blanc ici qui est pas exactement la même. Donc ce qui fait que ça biaise un petit peu le ressenti. Dans l'état comme ça, avec une partie ici qui est un peu plus sombre, ça pourrait très bien fonctionner également. Donc ça ferait justement une belle composition avec une lumière qui arrive comme ça et une belle ombre qui est de l'autre côté. Donc ça fonctionnerait plutôt bien. Petite chose ici, donc si je comprends bien, vous avez essayé comme ça de réaliser un peu la lumière qui passe à travers le reflet de la table, mais du coup ça donne un effet assez bizarre ici. Donc je sais pas exactement si vous avez fait ça d'imagination ou quoi, mais voilà, faites très attention ici. Il faudrait peut-être bien vérifier le sens dans lequel arrive la lumière. Ici, on aurait l'impression que la lumière arrive dans ce sens-là, d'accord? Donc elle arrive comme ça ici.
et que du coup vous avez essayé ici de traiter la lumière qui va passer à travers le verre ici de ce côté-là. Donc si c'est bien ça, faites attention au fait qu'il y a donc de là des tiges qui vont passer à l'intérieur, donc qui vont pas donner une lumière aussi uniforme. Et au niveau du dessin par rapport à la perspective, donc vous avez ici une belle sphère que vous avez bien représentée en volume, avec des belles courbes ici qui donnent une belle impression de 3D hop, et de volumétrie. Donc vous voyez ici, je rajoute une tranche comme ça pour vous montrer. Donc là, c'est vraiment des ellipses. Du coup, si la lumière arrive de ce côté-là, donc ce qu'on peut faire ici, c'est venir vérifier la direction de cet élément ici et ici, comme ça. Et du coup, vous avez normalement la partie de l'ellipse que vous avez dessinée ici qui aura tendance à s'allonger un petit peu dans ce sens-là. Si je repasse en rouge ici, vous voyez, ça va s'allonger un petit peu par rapport à la lumière, comme ceci. Et ensuite, on aura donc la deuxième partie qui va se dessiner un peu plus haut de ce côté-là. Donc on a vraiment toute cette partie-là, comme ceci. On a également cette belle courbe ici, cette belle hélice, pardon, comme ceci. Et du coup, si on reprend le sens avec lequel arrive la lumière, donc on va aller quasiment ici de ce côté-là. Vous voyez, hop, on a l'ombre qui va se dessiner comme ça. On a ensuite le haut qui va se dessiner ici, et enfin les fleurs qui vont avoir l'ombre de ce côté-là. Donc vous allez avoir une ombre qui va être plutôt dans ce sens-là, et ce qui fait que vous allez comme ça devoir peindre. Donc si je remets cet élément-là, entrée assez léger comme ça. Donc vous voyez au niveau de la direction, vous allez devoir créer comme ça hop, une partie dans la lumière ici et ici, une ombre légère de ce côté-là, ici une ombre un peu plus forte comme vous avez fait ici. Voilà, et ensuite à l'intérieur, ne pas hésiter à faire des zones légèrement plus lumineuses. Notamment sur les côtés, on aura les tiges qui vont passer à l'intérieur qui donneront quand même cette impression d'ombre. Et comme vous avez un décor qui est vraiment très très bleuté, donc du coup votre ombre aura tendance à se colorer un petit peu en bleu comme ça, comme ceci, d'accord? De même au niveau du rendu de la table ici, quand vous avez un décor qui est très bleu comme ça aura tendance à refléter un peu partout et à colorer un petit peu partout. Donc ça veut dire que si par exemple la couleur réelle de votre table c'est cette couleur là, vous allez devoir comme ça, donc si on revient ici au niveau de la roue chromatique, le reflet va faire en sorte que justement cette couleur aura tendance à pointer un petit peu vers le bleu. Donc si je mets une couleur unique ici, vous voyez on est un peu dans les tons rouges, vous allez, votre couleur aura tendance comme ça à se bleuter un petit peu, peut-être il ira dans les violets mais il ira pas bien loin on va dire, et ensuite au niveau des gris il aura tendance comme ça à se colorer légèrement, vous voyez ici on aura vraiment cette impression d'une teinte un peu bleutée. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que les ombres auront tendance à se colorer davantage et à saturer davantage en termes de colorimétrie, d'accord? Alors que les parties lumineuses vont rester un peu plus proches des couleurs d'origine, notamment ici votre table. Comme ça, et avec le bleu, je pense qu'on va peut-être devoir même aller encore un peu plus loin. Et voire même ici, je peux prendre un petit peu de bleu comme ça et le mélanger pour donner cette belle impression. Et justement, ici, donc les
ombres que vous allez dessiner auront tendance à se colorer automatiquement en bleu par rapport au décor notamment. Ici par rapport à la lumière, donc vous avez la lumière qui arrive comme ça, donc ce qui fait que vous avez des reflets qui vont se dessiner ici. Il va peut-être falloir au niveau du fond peut-être marquer davantage le fond, ici le bord au niveau du reste de la table, comme ça, notamment de ce côté-là. Les endroits où vous allez avoir les tiges qui vont passer auront tendance justement à se colorer un petit peu plus. Avec le vert qui encombre, on aura certainement des déformations qui vont se dessiner. Comme ça. Comme ceci. Et ensuite, donc peut-être, donc si vous avez une lumière secondaire qui arrive du côté opposé, vous voyez déjà ici, hop. Et ici vous avez le même blanc qui est traité partout de la même façon. Si je vous fais un petit croquis ici, donc imaginez que vous ayez le bord de votre ellipse ici, qui est le bord du vase. Vous avez l'épaisseur du vase qui est ici, hop, comme ça. Si vous avez la lumière qui arrive de ce côté-là, vous avez surtout cette zone qui va s'éclairer. Si vous n'avez pas de fleurs ou de végétation dans le vase, donc vous allez avoir la zone opposée qui va s'éclairer également. En revanche ici, comme vous avez donc les tiges qui vont sortir du vase comme ça, d'accord, ça va créer une ombre sur votre vase, ce qui fait que la pointe lumineuse ici, donc la highlight, la lumière ici que vous allez dessiner sur votre vase, ne pourra pas être la même de l'autre côté. Donc étant donné que cette partie sera plutôt dans l'ombre, d'accord, donc toute cette partie sera plutôt dans l'ombre. Si vous avez une lumière secondaire ici, vous allez avoir un reflet qui va se dessiner de ce côté-là ici. D'accord, vous allez avoir le reflet qui va se dessiner également de ce côté-là, mais vous allez voir cette partie qui va être plutôt dans l'ombre. Donc ce qui fait que ici, quand vous allez peindre, il va falloir faire en sorte que qu'on soit sur une valeur un peu plus sombre. Comme ceci. Voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à marquer un peu les contrastes de ce côté-là. Et ensuite, comme je vous disais, bien vérifier si vous avez une lumière secondaire qui crée des reflets complémentaires sur votre vase. Et puis ici, on va essayer de traiter ça. Donc, hop. Donc on a le tour ici, donc l'image qui va se refléter un petit peu au niveau du vase. Notamment ce reflet va se dessiner ici. D'accord. Donc on a, si je le mets en rouge par exemple, on a donc la lumière qui va taper ici et qui va rebondir au niveau de la table. Elle va remonter comme ça et frapper donc le bas du vase ici. D'accord. Alors, je vais juste enlever ça. Hop, comme ceci. On aura ensuite les bords qui ont tendance à s'éclairer un petit peu. Et si on admet ici, donc là par exemple on est sur du bleu, ce qui peut être intéressant d'aller chercher une couleur complémentaire, hop, et d'avoir une lumière secondaire qui va être de la couleur complémentaire par exemple.
d'accord, et c'est cet élément secondaire qui va se refléter un petit peu au niveau du vase ici. Comme je disais, en haut, on va se refléter également. On aura une partie ici qui va se refléter. Hop, on aura le creux. D'accord. Donc ici, si je vous montre un dessin, donc ici vous avez, je vous donne une forme globale de votre vase. Vous avez le haut ici, vous avez le creux qui est ici. Vous allez avoir, hop, la partie qui ressort comme ça, et ensuite la partie basse du vase ici, d'accord. Donc là c'est un petit peu le profil qu'on a ici. Donc quand la lumière elle va taper comme ça, on aura donc les points qui vont ressortir le plus. On aura ici le bord ici qui va être touché. On aura ensuite le creux ici qui va être touché. À chaque fois on aura le point le plus bas et le point le plus haut ici qui va être touché, d'accord. Et c'est vraiment ces zones là qui vont recevoir le plus la lumière qui vient du côté, d'accord. Et voilà, et ensuite, rien n'empêche du coup de faire un peu le même traitement au niveau des fleurs. Vous voyez, je vais juste ici montrer qu'on a une lumière complémentaire sur l'autre côté. Et cette lumière complémentaire, elle va peut-être même toucher ici. D'accord, donc d'avoir comme ça, donc si vous faites un dessin, donc je sais pas si c'est le cas, mais si vous faites un dessin d'imagination, ça peut être intéressant pour des natures mortes d'utiliser deux sources de lumière différentes. Peut-être ici on a une fenêtre et de l'autre côté on a une ampoule ou une lumière un peu plus forte. De cette façon, ça va vraiment vous aider à détacher encore plus la volumétrie. Donc on a une seule source de lumière, ça va être un peu plus difficile de détacher les volumes. Mais quand vous avez deux sources de lumière, ça vous permet d'avoir comme ça deux moyens de montrer la volumétrie de des éléments que vous avez dessinés. Ici, ce qui peut être intéressant, donc pour éviter un petit peu cette différenciation entre le fond et la partie qui est à l'intérieur ici, ce qui peut être intéressant, ce serait plutôt justement de tout traiter comme ça, avec un élément assez sombre. Ça va vous permettre de détacher encore plus les éléments du premier plan qui sont très lumineux, d'accord. Et peut-être d'essayer de faire des dégradés un petit peu plus réguliers pour éviter justement le détachement des zones comme vous avez fait ici, d'accord. Donc toute cette séparation ici, à moins que le fond, on ait un dessin au niveau du fond, d'accord. Si par exemple on a un papier peint ou des éléments comme ça, il y aura des petits éléments qui vont se dessiner, mais dans le cas contraire, si vous pouviez éviter comme ça des zones différentes, notamment autour des objets, ça évitera de donner un effet un peu halo autour des objets que vous avez dessinés. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite au niveau du bouquet, donc vous avez des fleurs qui fonctionnent plutôt bien. Il manquerait peut-être un petit peu d'ombre au niveau des pétales. Donc là encore, comme on a un environnement, on a des ombres qui vont être légèrement bleutées. Hop. Donc on aurait envie, peut-être encore plus lumineux. Vous voyez, il va falloir mettre des ombres très très légères. Le but, ça va pas être de gâcher ces pétales, mais comme vous avez une couleur qui est très blanche, on aura des ombres qui vont être très suggérées, d'accord. Ces ombres vont vous aider à apporter un peu de volume au niveau des pétales que vous avez dessinés ici. Donc je vois que vous avez quand même essayé de réaliser quelques ombres de ce côté-là. Hop, ici. Voilà, donc
quand on a une ambiance colorée qui est plutôt bleutée, donc il faut vraiment ne pas hésiter comme ça à orienter les ombres de la couleur dominante ici. Ensuite, vous allez pouvoir ici peut-être augmenter un petit peu les ombres des parties violettes ici. Je vais aller, comme toujours, un petit peu vers les bleus. D'accord, le but là, ça va peut-être de monter un petit peu les contrastes. Attention ici, vos tiges vont être plutôt dans l'ombre de ce côté-là. Voilà, essayez de pas tout mettre dans la lumière. Ici vous avez des belles couleurs, on a des tiges qui sont un peu plus bleutées ici qui fonctionnent bien, donc ça fait un joli bouquet ici. Hop, comme ceci. Et donc voilà, pour moi ici ça fonctionne plutôt bien. Et dernier point peut-être, avant-dernier point, donc ici au niveau de la table, peut-être ne pas hésiter, donc ça va dépendre de la couleur de la table, mais rien ne vous empêche ici pour contraster un petit peu avec le fond ici, peut-être aller dans les couleurs un peu rouge orangé, ça va créer un beau contraste entre le reste de l'image et la table. Ne pas hésiter également à saturer un petit peu plus au niveau des couleurs ici, donc vous avez des couleurs qui sont un peu pâles, donc il faudrait peut-être apporter un petit peu plus de vie. Donc quand vous êtes sur des paysages avec la profondeur, on a les couleurs qui vont perdre un petit peu en luminosité et en saturation, en peps et en vibrance. Mais par contre, quand vous êtes comme ça sur des natures mortes, il faut vraiment ne pas hésiter à aller sur des couleurs un peu plus saturées pour apporter un petit peu plus de jus et un petit peu plus d'énergie au niveau de votre dessin. D'accord ? Ici, on peut faire un petit peu de mélange. Ici, vous avez des couleurs un peu jaunâtres. Ici, ça ne vous empêche de mélanger un petit peu tout ça. Comme ceci, vous voyez que ici, ça nous permet d'avoir un peu plus de vie ici, au niveau du rendu de la table. Voilà, j'ai toujours un petit peu cette impression de halo ici au niveau des jonctions, des contrastes, donc essayez d'éviter comme ça les zones un peu blanches ici. Essayez de rester le plus cohérent possible pour avoir une belle séparation ici, comme ceci. Et enfin, alors ici vous pouvez même faire plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire mélanger pour perdre un petit peu les bords et fondre un petit peu la table avec le reste de votre dessin. Ça peut être très intéressant ici. Voilà. Ici vous avez un beau contraste avec une couleur très saturée qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, pourquoi ne pas renforcer tout ça. Comme ceci. Et comme je vous disais, donc le dernier point, c'est vraiment plus sur le dessin et la perspective de cet élément-là. Donc pour vous aider, quand vous êtes sur des natures mortes comme ça, n'hésitez pas ici, donc vous avez le bord de la table ici, vous avez l'indication au niveau de la perspective ici. Hop, cette indication peut vous montrer un petit peu comment s'organise la perspective de la table, et le but ça va être de trouver un peu la ligne d'horizon ici, d'accord. On note que la ligne d'horizon est à peu près de ce niveau-là par rapport à l'orientation de l'ellipse. En fait, ce qui va se passer, c'est que, admettons qu'on ait une ellipse comme ça ici, en fonction de l'orientation de l'ellipse comme ça, donc on peut le mettre ici dans un carré, d'accord. Donc là, il faut essayer de l'imaginer visuellement, comme ça. Et c'est justement l'inclinaison de l'ellipse qu'on a ici avec la hauteur qu'il y a ici qui nous donne un peu l'indication de la perspective. Et du coup, ici par exemple, ça me donne comme indication que la ligne d'horizon est plutôt à ce niveau-là. D'accord ? Si au contraire j'ai une ellipse qui est très ronde comme ça,
Donc plus l'ellipse va être aplatie, plus la ligne d'horizon va être proche, et au contraire, plus l'ellipse va être élargie comme ça, plus la ligne d'horizon aura tendance à être plus haute. Donc on va être comme ça, vous voyez, si je redessine ici, hop, un carré, vous voyez que du coup la perspective va sortir complètement de la feuille. D'accord? Voilà, c'est un petit peu l'indication qui me permet de retrouver plus ou moins la position de votre ligne d'horizon. Et ensuite, à partir de là, donc là ici je peux lancer des lignes de fuite standard. Donc ça me montre plusieurs choses. Déjà que ici votre ellipse n'est pas tout à fait juste. D'accord? Donc il faudrait peut-être être dans l'autre sens de ce côté-là. Comme ceci. Donc on peut le modifier. Donc ce qui va se passer ici, c'est que l'ellipse va être plutôt dans l'autre sens. Comme ça, et on aura donc la partie lumineuse qui va être de ce côté-là. Et on va essayer comme ça de faire entrer. Comme ceci, et hop, la petite partie lumineuse en arrière-plan ici, d'accord. Donc voilà, l'ellipse sera plutôt organisée comme ça, et ensuite du coup on va pouvoir réaliser donc le dessin de cet élément ici, et du coup on a vraiment l'impression que cette petite cage ici a l'impression d'être vraiment très aplatie en 2D par rapport au reste de votre dessin. Donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est un petit peu la même démarche, c'est-à-dire on va aller vers le point de fuite ici. Donc j'ai mis une perspective à un point de fuite, mais voilà, rien ne vous empêche de mettre une perspective à 2 points de fuite également. Le tout c'est vraiment de positionner la ligne d'horizon. Ensuite, hop, comme ça, on va dessiner l'ellipse en vue de dessus. Donc là encore, quand on va regarder vers le bas, donc comme ça, on aura comme un carré qui est ici, et dans ce carré, on va venir dessiner l'ellipse. On aura le centre de ce carré qui va nous donner comme un cylindre, d'accord. Et ensuite la perspective ici, donc si je me mets de ce côté-là, hop, comme ceci, vous voyez, on voit ce qui se passe en dessous, on voit ce qui se passe au-dessus, et ensuite on a la partie pointue que vous avez dessinée ici, et du coup c'est exactement ce qu'on va faire. Vous voyez comme ça, la partie qui est pointue de ce côté-là, comme ceci, d'accord. Et vous voyez que ça va orienter tout le dessin de la cage de manière complètement différente ici et ici. Ah, j'ai dessiné au mauvais endroit. Ah, c'est dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que, alors je peux masquer tout ça, donc je vais juste masquer ces éléments. Hop, ici, c'est pas très grave. Et la même chose de ce côté-là. Je vais juste remplacer cet élément-là, d'accord. Et du coup, je recommence le dessin. Donc, comme je vous le disais ici, on a l'ellipse qu'on va avoir en vue de dessous. On a ensuite l'ellipse du dessus qu'on va voir comme ça en vue de dessous également. On aura le cône en partie haute ici, hop, avec la corde qui est ici, et on aura à l'intérieur la même chose. Donc la bande que vous avez dessinée de ce côté-là, et on verra en arrière-plan. Donc si on revient dessiner ici, on aura donc hop, la partie haute de ce côté-là. Voilà, on va masquer un petit peu ces éléments ici, hop, bien positionné. On aura ensuite une bande qui va se dessiner comme ça, une autre qui va se dessiner comme ça. Ici, on aura l'effet inverse, et ici, on verra plutôt ce qui se passe en dessous.
je vais juste ici utiliser un petit peu du blanc comme ça, et vous voyez ici, dessiner la cage comme ceci. Et ensuite, vous allez avoir les éléments au niveau de la cage qui sont ici. Et en arrière-plan, on aura d'autres éléments ici qui vont se montrer. Voilà. Et ensuite, donc en dessinant cette cage notamment, il va falloir faire attention aux ombres et à la lumière. Donc ici, on va peut-être pas être autant éclairé que pour le reste du dessin. Et ici, rien ne nous empêche donc de placer la lumière dans la bonne direction. De bien montrer le fond ici, d'accord? Voilà, en n'hésitant pas à masquer légèrement. Et à mettre dans l'ombre les parties dont on a besoin de mettre dans l'ombre comme ceci. Et voilà. Et ensuite, donc pour améliorer un petit peu le rendu, rien ne nous empêche ici de donner une petite épaisseur, d'accord? Donc c'est vraiment ça qui va vous créer un rendu un petit peu plus correct, comme ceci. Et ensuite, donc si c'est un élément métallique, peut-être qu'il ne faudra pas hésiter ici à rajouter quelques reflets. Comme ceci. D'accord? Donc vous voyez qu'au niveau de la perspective, voilà, il faut faire un peu attention à la construction. Hop, comme ceci. Donc voilà pour votre dessin. Donc un petit peu plus de modifications sur celui-ci. Donc faites bien attention à la position de la perspective. Ça va vous aider un petit peu à construire les ombres, la lumière. Ça va vous aider également à construire donc les éléments en 3 dimensions. Donc étant donné que le vase était plutôt pas mal, bien construit. La composition, sinon ça fonctionne bien. Comme je vous disais, faites surtout attention à la photographie quand vous la faites pour les corrections. Ça va être très très important pour le rendu final. Mais sinon, voilà, ça vous donne une idée un petit peu des améliorations qui peuvent être réalisées. D'accord? Et en noir et blanc, du coup, vous voyez, comme ça fonctionne plutôt bien. On a une lumière qui est bien définie ici. Hop, comme ceci. Et on a un petit peu plus de volume ici sur l'élément ici à droite. Vous voyez, il faut bien faire attention à la construction, comme ceci. Troisième réalisation, donc voici une peinture de Eliane. Donc il s'agit d'une très belle peinture réalisée, on dirait à l'acrylique, si je ne me trompe. Donc voilà, Eliane, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si nécessaire. Donc voilà, donc vous avez utilisé donc ici une référence photo. On va essayer de voir un petit peu au niveau de votre dessin et de la référence, donc de voir qu'est-ce qui caractérise donc cette référence notamment et qu'est-ce qui peut être amélioré dans votre dessin par rapport à cela. D'accord? Ensuite, je vois également que vous avez pris un parti pris donc de modifier un petit peu la
la nature des éléments qui sont en avant. Donc ici c'est très bien. Donc c'est un mélange à la fois entre dessin d'observation et dessin, enfin peinture d'observation et peinture d'imagination. Donc c'est très bien également. On voit également que vous êtes parti sur de la couleur. Alors votre référence était en noir et blanc. Ça, on va dire, ça va induire pas mal de petites choses intéressantes que vous allez devoir essayer de respecter. On va voir un petit peu comment vous êtes débrouillé. Et voilà. Donc, comme je le dis à chaque fois, quand on est face à un dessin de paysage ou de bâtiment, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de récupérer la ligne d'horizon. Donc, on va le faire d'abord sur la référence photo et on va ensuite comparer sur votre dessin pour voir, sur votre peinture, pardon, pour voir comment vous êtes débrouillé à ce niveau-là. D'accord? Donc, votre référence photo n'est pas très simple étant donné qu'on n'a pas beaucoup de références en termes de ligne de fuite, ce qui fait qu'on va difficilement pouvoir retrouver la ligne d'horizon. Là, malheureusement, ça va être surtout l'expérience qui va jouer. Donc du coup, première indication que je vois, c'est surtout par rapport à cet élément de structure au niveau de la grange qui est ici à gauche. Donc on a une ligne de direction qui est comme ça ici. Donc ici on est sur une perspective qui est plus ou moins à 2 points de fuite, ou plus ou moins à 1 point de fuite on va dire, parce qu'on a on a des fuyantes qui vont aller plutôt dans ce sens-là, mais qui vont être extrêmement éloignées par rapport au cadre de la photo ici, d'accord. Donc quand je parle du cadre, je parle bien donc, des bords de la photo, et on a un point de fuite qui va être extrêmement éloigné. Donc bon, ici c'est pas exactement le même point de fuite, mais voilà. Donc notamment ici les fenêtres qui vont être très éloignées ici, etc. Qui vont créer un point de fuite qui va être situé très très loin à gauche de l'image, d'accord. Et ensuite on aura un deuxième point de fuite qui va être le point de fuite on va dire le plus important pour pouvoir représenter votre dessin, qui va être le point de fuite ici au niveau de votre ligne de vision. Donc on imagine assez bien que la photo a été prise par quelqu'un et que du coup cette personne est plus ou moins à la même taille que les personnes qui sont ici, et que la ligne de vision va devoir se trouver plus ou moins à cette hauteur là. D'accord. Donc c'est une première indication concernant le placement de la ligne de vision, donc la ligne d'horizon. La difficulté ici, c'est que on voit bien que quand on observe le terrain ici naturel autour de la maison, on voit bien qu'on a une petite pente, on a une pente qui va descendre comme ça au niveau de l'entrée de la maison. Donc on imagine que la personne qui a pris la photo ne va pas être complètement alignée à la ligne de vision des autres personnes qui sont ici, d'accord. Donc il faut faire attention à ça, car ça peut être un piège de placer l'horizon exactement à cet endroit-là. Bon, à l'échelle de votre image, c'est pas très très grave, mais c'est une indication quand même à prendre en compte. Deuxième chose, ensuite, on n'a pas beaucoup d'informations, peut-être cet élément-là, mais il faut faire très attention. Donc ça peut être un élément de charpente à l'intérieur qui peut être totalement droit. Donc ici, peut-être plus au niveau de la toiture ici. Donc ça va vraiment juste donner quelques informations ici au niveau de l'emplacement de la ligne de vision. On a la même chose de ce côté-là. Ici, on va essayer de faire attention, bien placer les choses. Vous voyez, on a des lignes qui vont partir un peu comme ça. Malheureusement, par rapport à la grange qui est ici, qui n'est pas totalement perpendiculaire à la maison, on imagine que les fuyantes vont peut-être pas aller dans la même direction, d'accord. Donc ce qui fait que voilà, on imagine bien que la ligne d'horizon va se situer plus ou moins à ce niveau-là. Comme ça, donc on a les points ici qui se rejoignent, ici on a des points qui vont se rejoindre à peu près à ce niveau-là également, d'accord. Il suffit de regarder les directions qui sont ici. Ce bâtiment a ses propres points de fuite, ce bâtiment a ses propres points de fuite, qui ne sont pas exactement orientés de la même façon, donc voilà, il faut faire attention à ne pas tout pointer dans la même direction, car chacun possédera ses directions propres. Donc voilà, c'est à peu près toutes les informations qu'on a pour retrouver la ligne d'horizon. Donc ce que je vais faire ici, c'est plutôt privilégier ici la ligne de vision à ce niveau-là, d'accord. Hop, comme ça. Et donc même si la ligne de vision peut être un petit peu plus haute ou un petit peu plus basse, voilà, ça va pas être très gênant.
L'important c'est pouvoir plus ou moins reproduire le dessin en fonction de comment on a envie de le reproduire. D'accord? Donc voilà au niveau des informations. Et ensuite, rien ne nous empêche ici de prendre comme référence le milieu de la maison et de lancer ensuite quelques lignes de fuite. Ce qu'il faut faire attention, quand je dis lancer quelques lignes de fuite, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser exactement ces points de fuite là, ou ce point de fuite, étant donné que c'est un point de fuite unique, on ne va pas forcément utiliser ce point de fuite là pour tout construire, d'accord? On peut l'utiliser par exemple pour construire la maison, mais on n'est pas obligé d'utiliser ce point de fuite exactement pour construire tout le reste du dessin. L'important, c'est de comprendre que la maison aura son point de fuite. Donc on imagine que la maison a des murs qui sont plus ou moins perpendiculaires entre eux. Et par contre, on a une grange qui aura des points de fuite un peu différents. Donc il faudra prendre ça en compte. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est comparer à la fois entre une construction, perspective, point de fuite, etc. et aussi une construction d'observation, un petit peu comme dans la vidéo d'observation que j'ai réalisé dernièrement. Donc n'hésitez pas à aller la voir directement sur YouTube. Peut-être comparer les distances, d'accord? Donc par exemple ici, on va tracer une ligne, on va comparer un peu cette distance. On va faire un peu la même chose ici, on aura une certaine distance. Cette distance, si on la répète de l'autre côté, on voit que par exemple on a la fenêtre qui va être un petit peu plus loin, donc vous voyez qu'on va agrandir un petit peu cette distance pour trouver le placement de la fenêtre qui est ici, etc. D'accord? Donc vous voyez, par rapport au bord ici, on a un certain décalage également. Donc voilà, il faut utiliser tous les éléments qui sont à notre disposition pour construire de manière la plus juste possible le dessin. Donc mélanger les techniques d'observation et mélanger des techniques de construction de points de fuite. D'accord? Donc si on regarde au niveau de votre dessin, vous voyez ici, ça va être ici au niveau du point de fuite. On va le récupérer ici. Donc on a vu ici que le point de fuite va se situer plus ou moins ici. Et la ligne d'horizon par rapport à la dimension de la porte, la ligne de vision aura tendance à être plus ou moins à cette hauteur-ci. D'accord? Donc ça nous donne déjà une première indication. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais tracer comme ça quelques lignes de fuite, juste pour m'aider à construire le dessin comme ceci. Et on peut se dire que du coup la maison va se dessiner sur cette partie qui est ici. En termes de dimension et de construction, donc voilà, il faut surtout faire attention au bord qui est ici, bien vérifier au niveau des dimensions. On voit bien que ici par exemple la fenêtre du haut est légèrement plus proche que la porte-fenêtre qui est en bas par exemple. Donc ce que vous avez très bien fait de ce côté-là. Ensuite, du coup, on est plus ou moins au milieu de la maison. On voit bien que la dimension que vous avez ici et ici sont assez similaires. Donc là encore, ça fonctionne plutôt bien. Par rapport à la ligne de vision, on voit que la hauteur qui est ici par rapport à la hauteur restante de la maison, on voit que vous êtes peut-être un petit peu trop grand au niveau de la porte qui est ici. Donc par rapport à cette distance-là, ici il va peut-être falloir descendre la porte un tout petit peu, mais bon voilà, c'est vraiment pas très gênant par rapport à votre dessin. Donc du coup ça va influencer un petit peu sur toutes les hauteurs qui sont ici. De même pour l'ouverture des fenêtres qui sont ici, comme ceci. Ce qui fait que ça va descendre légèrement aussi les fenêtres qui sont tout en haut. Bon voilà, comme je vous disais ici, c'est pas très très grave. L'important c'est d'essayer de respecter au maximum la construction. Ensuite au niveau de la pente, on voit bien que le bord de la maison, je vais peut-être le mettre en noir ici, on voit bien au niveau du bord de la maison ici que la pente arrive quasiment au niveau de la ligne de vision ici, et qu'ensuite elle va descendre avec une certaine hauteur de ce côté-là. Donc ce qu'on ressent pas très bien ici, donc par exemple ici on peut descendre, hop, augmenter plutôt la distance par rapport au sol, d'accord, on va faire en sorte que le sol remonte un tout petit peu plus. On peut même remonter légèrement plus haut, comme ça. Donc on a un sol qui va être en pente de ce côté-là, et qui va descendre comme ça au fur et à mesure. D'accord. Ensuite, si on vient essayer de récupérer ici
la position de la grange. Voilà, on peut définir le point de fuite de la grange ici qui est à côté. Voilà, donc je dis grange, mais voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est comme bâtiment, mais on peut imaginer que hop, c'est une petite grange qui va être accolée à la maison. Donc du coup, on voit bien que son point de fuite à lui va plutôt se retrouver au niveau de la fenêtre qui est ici à gauche. Donc du coup, de la porte-fenêtre plutôt. Donc on va récupérer ce point de fuite. Donc on va essayer d'avoir une distance cohérente ici. Et on voit que du coup, le point de fuite de cet élément-là va se retrouver à peu près comme ça. D'accord ? Au niveau de la hauteur, donc comme vous avez tout monté un petit peu trop en termes de hauteur, ce qu'on peut faire, donc on va se baser quand même sur la hauteur de cet élément-là. On peut peut-être descendre un tout petit peu ici. Donc on a la hauteur de la fenêtre du haut ici, et on va peut-être descendre un tout petit peu, hop, ici. D'accord ? Comme ceci. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir construire comme ça au fur et à mesure l'ensemble du dessin. D'accord ? Donc première chose que je vais faire du coup, c'est remonter un peu au niveau du sol ici. Donc là, bien entendu, ça va être un parti pris, hein. Si vous souhaitez que le sol soit dessiné autrement, voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à conserver et à assumer les changements que vous avez fait. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Hop, comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, on voit que ça continue un petit peu à descendre. Donc ça veut dire que ici, normalement, voilà, ça va descendre, continuer à descendre un tout petit peu ici. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Au niveau de la construction ici de cette grange, si je reprends donc une couleur noire. Donc ici, on peut imaginer qu'on est comme ça, avec ce point de fuite ici. On est la réalisation ici d'une surface rectangulaire, comme ça, d'accord ? Cette surface rectangulaire, on aura ici la toiture qui va s'organiser comme ça. Et ensuite, de l'autre côté, ça va être la même chose, et ça va nous permettre de redessiner ici, donc en utilisant le même point de fuite. Donc on a le point de fuite qui est ici. Si on construit hop, comme ceci, on va répéter cette pente qui est ici, et on va construire comme ça la forme du bâtiment. Donc si on reproduit ce même schéma de votre côté ici, on aura donc, on regarde bien par rapport à la hauteur qui est ici, on a le toit qui va descendre comme ça, on va positionner correctement l'élément ici, on a une certaine hauteur ici, d'accord. On va descendre de ce côté-là, on fait bien attention à l'espacement ici, donc là on voit que je suis un petit peu trop espacé, donc du coup je n'hésite pas à revenir un petit peu comme ceci, et comme ceci au niveau de la construction, et ensuite donc du coup, donc au niveau de la hauteur de la toiture, on voit que la toiture est légèrement plus haut par rapport à la deuxième fenêtre qui est ici, donc ce que vous avez très bien fait de ce côté-là, comme ceci. Voilà, et au niveau de la construction ici, ça fonctionne plutôt bien. Hop, il va peut-être falloir remonter un tout petit peu, mais sinon ça fonctionne assez bien. Comme ceci. Au niveau de la cheminée, on va peut-être avoir une cheminée qui va être plus fine. On voit que par rapport à la dimension, la proportion de la cheminée par rapport au reste de la toiture, c'est très très petit. Donc il faut essayer de faire attention à ces dimensions-là pour pouvoir respecter les échelles et ne pas créer d'incohérence. Ensuite, on va répéter la pente de la toiture et on va remonter ici. Et pour le haut de la cheminée, on essaye de faire attention au point de fuite ici. D'accord ? Donc c'est la direction vers le point de fuite ici qui va nous donner la forme de la cheminée. Et voilà, on a la cheminée comme ça. On va peut-être pas la monter aussi haute, on peut la descendre un petit peu comme ceci. Ensuite, on a le bâtiment en avant ici, que vous avez bien dessiné, comme ceci. Et il faudrait peut-être reculer un tout petit peu ici, au niveau de la construction, par rapport à la dimension qu'on a ici, d'accord ? Donc, bien vérifier les dimensions et comparer. Je pense qu'il va falloir reculer un tout petit peu de ce côté-là.
Voilà, concernant la partie du dessin qui est ici, même chose au niveau des ouvertures ici, vous avez des ouvertures qui sont assez grandes par rapport à la toiture. Donc là encore, faites bien attention aux dimensions. Donc hop, là, il va falloir descendre un petit peu. Donc là, on peut récupérer la hauteur par rapport à la toiture qui est ici. On voit qu'on est légèrement plus haut. Donc on récupère la hauteur ici, on est légèrement plus haut. Et en termes de dimension, on est sur une dimension qui est vraiment plus petite comme ça. Comme ceci, vous voyez en termes de taille, on est vraiment sur une taille beaucoup plus petite que ce que vous aviez dessiné ici. Et ensuite au niveau de la perspective, on va utiliser la perspective centrale cette fois-ci. Et la même chose de l'autre côté, donc là on a l'information de la hauteur qui est déjà donnée ici. Hop, on va diminuer en termes de distance et ensuite la perspective ici, on va l'utiliser comme ça pour la pente de la toiture. Et voilà. Hop, ensuite au niveau de la hauteur, par rapport au point, au fêtage du chien ainsi qui est ici, on peut remonter un tout petit peu. Hop, au niveau de la hauteur de votre maison, ici, et on peut redescendre comme ça de ce côté-là. Voilà, un petit peu au niveau de la construction, on est plutôt pas mal. Je vais achever ici de dessiner le bord de la maison ici, vraiment juste pour qu'on ait les informations dont on a besoin. Et ensuite ici, on va avancer un petit peu le poteau qui est ici, comme ça, et on voit donc on a une certaine distance ici et ça descend légèrement de ce côté-là. Vous voyez ici, voilà, il faut faire attention au dessin vraiment au dessin d'observation basique. Juste vérifier un petit peu les dimensions, les espacements, faire attention aux espaces libres, d'accord? Donc quand je parle d'espace libre, c'est ici par exemple, on fait attention à ce qui se passe à l'extérieur des contours, d'accord? Et c'est les distances justement à l'extérieur qui vont vous permettre de récupérer les bonnes dimensions dans votre croquis, d'accord? Voilà, donc avec ces informations, on peut maintenant modifier légèrement votre dessin. Donc ce que je vais faire ici, c'est modifier tout de suite au niveau de la toiture. Voilà, au niveau des couleurs, pour l'instant, je fais quelque chose de basique. On va parler un peu des couleurs ensuite, mais pour le moment, on va simplement essayer de se caler au niveau du croquis. Ici, on l'avait fait, c'est très bien, comme ceci. On va décaler un petit peu de ce côté-là. Et comme ceci. Ici, on avait dit qu'on décalerait également. Voilà, on fait bien attention à ce qui se passe à l'avant. Ici, on va remonter un tout petit peu la toiture également. Comme ceci, on va bien redéfinir la forme de la cheminée. Et décaler les éléments qui ont besoin d'être légèrement bougés. Et voilà. D'accord? Donc voilà un peu la méthode pour la perspective, vérifier un peu que les éléments fonctionnent plus ou moins. Et ensuite, ça vous permet comme ça de construire un petit peu les choses. Attention également aussi par rapport à la perspective ici. Donc si je reviens ici, vous voyez, comme je vous disais, on voit que la partie en avant est plutôt en pente. Donc ce qui fait qu'au niveau de la perspective, si je reviens un peu ici sur le dessin comme ça, je vais peut-être essayer avec du blanc ici. Donc on voit bien que on a toute la partie du terrain en avant qui va être légèrement en pente comme ceci. Donc ce qui fait qu'au niveau de la perspective, il va falloir faire très attention à cette volumétrie, d'accord? Malheureusement, on a l'impression vraiment au niveau de votre dessin, on a l'impression vraiment la pente qu'elle va descendre comme ça, presque très pentue par rapport au reste de la maison. Donc il faut essayer de faire attention à ça.
et de bien vérifier ici au niveau de la perspective. Vous voyez, comme ça on va essayer de faire en sorte que on a quelque chose d'assez léger ici. Et ce qui va donner cette impression là, c'est la différence par exemple ici entre la partie en avant qui est un peu plus claire ici et le reste de la maison. Vous voyez ici par exemple en termes de distance, on peut regarder au niveau de la distance et on voit que ici on est quasiment à la moitié de la hauteur ici, donc c'est-à-dire à peu près à cette hauteur là, d'accord, qu'on va répéter ici. Donc ce qui fait que la partie blanche du terrain va devoir se situer à peu près à cet endroit-là. Donc ce qui fait que ici, la façon dont vous posez les éléments au sol, la façon dont vous allez poser les personnages au sol, etc., va être très très importante pour retrouver cette impression de profondeur. Ici, on voit également, par exemple, donc on a des éléments qui sont un peu ramassés ici. Donc on a du volume qui va se créer et il faut essayer de retrouver un petit peu cette volumétrie là pour ne pas casser la perspective que vous avez dessinée au départ. D'accord, donc c'est un exercice qui est un petit peu délicat, qui est pas forcément très simple, mais voilà, il faut essayer de faire attention à ça. Si on revient sur votre dessin ici, on a la partie des éléments qui vont aller comme ça, d'accord. Ici on a un terrain qui est relativement plat par rapport au reste, donc alors que vous, on a vraiment l'impression que ça descend comme ça ici. Donc cette séparation, il va falloir essayer de l'enlever, d'accord, et d'avoir vraiment une partie lumineuse qui va se retrouver plutôt ici, d'accord. Avant de faire ces modifications là, j'aimerais parler un petit peu des valeurs. Donc quand on passe un petit peu en niveau de gris, hop, si on compare votre dessin par rapport à la maison, on va constater plusieurs choses. Donc déjà, premier bon point, c'est que la façade même de votre maison est plutôt lumineuse, donc ça fonctionne plutôt bien. On aurait peut-être aimé que ce soit un peu plus lumineuse encore. En revanche, on voit qu'au niveau de la toiture et au niveau du ciel, donc on a un ciel qui est très lumineux par rapport à la toiture, mais du coup, de votre côté, on a l'impression que la toiture est très très sombre. Le fait d'avoir une toiture très sombre, ça va vous empêcher d'avoir les contrastes, le contraste important qu'on a entre les arbres qui sont ici en fond et la toiture ici qui est beaucoup plus claire. Ça va également vous empêcher d'avoir le contraste entre la toiture ici qui est plutôt en arrière-plan par rapport à l'arbre ici qui est en avant-plan. Et dernier point de contraste qui va manquer du coup, c'est le contraste, enfin dernier point entre guillemets, par rapport à la maison principale, je veux dire, c'est par rapport au fond ici qui est beaucoup plus foncé, à l'avant ici qui va être beaucoup plus foncé et qui va créer un contraste entre le reste de la maison, la partie du terrain ici et ce qui se passe à l'avant. Donc on a bien le premier plan ici, le deuxième plan, le troisième plan de la maison et ensuite le quatrième plan au fond qui va être plus sombre. Et c'est cette différence de contraste entre le noir et le blanc qui va vraiment créer ces détachements et qui vont vous permettre de donner du volume à votre dessin. A contrario ici, vous voyez bien ici au niveau de la toiture qui est ici, on a une toiture qui est plutôt lumineuse et on a une partie qui est dans l'ombre de ce côté-là et ça crée un beau contraste entre la partie qui est dans l'ombre et le reste de la toiture. Donc c'est ce qui fait que le volume ressort plutôt bien. À la différence de votre côté, on a une toiture qui est plutôt sombre et on a un fond ici qui est plutôt sombre. Donc ce qui fait qu'on a moins cette impression de contraste et du coup on perd un peu cette notion de volume. D'accord? Donc voilà un petit peu les points à modifier. Ce serait peut-être d'assombrir un petit peu la végétation qui est en arrière-plan, d'augmenter la luminosité des toitures pour pouvoir créer du contraste et ensuite créer des contrastes dans les zones qui manquent, notamment le premier plan ici et ce qui se passe en arrière-plan ici et avoir une végétation un peu plus sombre également de ce côté-là. D'accord? Donc voilà, on va essayer de modifier un petit peu tout ça en même temps. Je vais repasser en couleur. Attention également au niveau des couleurs, vous avez des couleurs très vives à tous les plans. Donc ce qui fait qu'on perd également cette impression de profondeur. Il va essayer de falloir faire en sorte que le fond sera moins désaturé, donc enfin plus désaturé pardon, et que le premier plan soit un peu plus saturé par exemple. Donc quand je dis saturé, ça veut dire que le fond aura tendance à être un peu plus grisâtre, donc il va falloir ajouter du blanc et ajouter du gris, et à contrario, plus on s'approche du premier plan, plus on va devoir
plus on aura des couleurs un peu plus vives. D'accord? Donc voilà, on va tout masquer et on va essayer de récupérer ces valeurs ici. Donc première chose qu'on va faire, c'est au niveau de la maison ici, d'accord, on va essayer de créer un contraste un peu plus fort. D'accord, donc pour l'instant je ne m'occupe pas spécialement des couleurs. On peut comparer comme ça, vous voyez ici on est plutôt bien au niveau des contrastes. On a du coup l'arbre qui est en avant-plan ici qui aura un contraste un peu plus important. Donc lui il est au premier plan, donc on va pouvoir utiliser des couleurs un peu plus saturées. Donc des couleurs un peu plus vibrantes, d'accord. Mais on va essayer comme ça de traiter des contrastes. Au niveau des arbres, il ne faut pas hésiter à faire passer certaines parties du feuillage en avant et de masquer le tronc par moment, d'accord, comme ceci. Au niveau de la maison, la pierre est peut-être un peu trop jaunâtre, donc il va falloir essayer d'aller un peu plus vers les gris ici, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on voit qu'au niveau de la maison, on est sur quelque chose d'assez lumineux. Si on vient comparer ici, vous voyez même la couleur que j'ai prise qui est plus lumineuse que la couleur que vous avez, même ça, on n'est pas suffisamment lumineux. Donc, vous voyez ici, on se rapproche un peu plus, donc il va falloir utiliser une couleur vraiment beaucoup plus lumineuse. Donc ici, voilà. Donc pour ce faire, je n'hésite pas comme ça à passer sur l'ensemble du dessin. Bien entendu, comme je le dis à chaque fois, je vous encourage pas forcément à repeindre par-dessus vos dessins, mais je vous encourage plutôt, que ce soit vous Eliane ou que ce soit donc les autres personnes qui regardent la vidéo, je vous encourage surtout à retenter l'expérience, à reprendre une feuille, à retenter l'exercice. Peut-être ici, vous n'êtes pas obligé de reprendre un tableau aussi important. Vous pouvez par exemple partir sur un dessin un peu plus fin, un peu plus petit. Vous pouvez même retester l'expérience avec un crayon pour essayer de voir si vous allez réussir à retravailler un petit peu au niveau des valeurs. Donc comme je viens de vous montrer, les contrastes, la luminosité, etc. Ici, donc du coup, si on fait la même chose, donc vous voyez ici, je vais prendre la couleur la plus claire que vous avez utilisée ici. Si on vient comparer ici avec le noir et blanc, vous voyez qu'on est plutôt pas mal, donc il faudrait que la toiture soit dans l'ensemble sur cette même quantité de lumière, comme ça. Donc, je vais juste reprendre le dessin de tout à l'heure pour voir la dimension. Vous voyez ici, je vais modifier comme ça. Hop, tout de suite modifier la taille des ouvertures. Vous voyez, par rapport à la couleur de la maison, on essaye comme ça de ne pas utiliser des couleurs trop fortes. Je vais juste réenlever ça. Voilà, donc là j'ai des touches de pinceau qui sont pas forcément adaptées, mais voilà, il faut essayer de faire attention. Quand vous allez peindre avec les textures que vous avez faites, c'est très bien comme ça. Ensuite, on voit que les bords ont tendance à être un petit peu plus lumineux, donc on n'hésite pas à aller sur une couleur plus lumineuse ici pour marquer les bords de la toiture. On fait la même chose ici pour les chiens ainsi, comme ceci. On n'hésite pas à essayer de récupérer les bonnes valeurs pour les ombres de ce côté-là. On va marquer la différence de valeur ici. Voilà, je n'hésite pas ici par exemple à modifier un petit peu l'image. Je peux par exemple rajouter une touche de lumière au fond. On peut imaginer que la lumière qui passe de l'autre côté comme ça de la maison. Donc on peut imaginer comme ça qu'on a une lumière en fond ici qui va détacher un petit peu
le premier plan du reste de l'image. On peut rajouter un petit peu de bleu ici au niveau du fond pour essayer de détacher au niveau des couleurs de l'arrière-plan et du premier plan. Ici le premier plan, on va essayer de l'assombrir un petit peu plus pour créer une distinction avec le reste, d'accord? Voilà, et on peut imaginer qu'à travers, on va entrevoir ce qui se passe au loin, d'accord? On a ici l'ombre de la maison qui va se dessiner, hop, ici. Comme ceci, on voit qu'on a des petits éléments de végétation qui vont passer en avant, comme ça. On peut imaginer la même chose de l'autre côté, d'accord? On peut se dire ensuite que cette partie de la maison va être un petit peu plus dans l'ombre. Donc on a une lumière qui arrive du côté comme ça. On a une partie qui va être un peu plus dans l'ombre ici. Si on a un ciel bleu, hop, il faut comprendre que les ombres auront tendance à se colorer légèrement en bleu, d'accord? Ça va permettre d'apporter un peu plus de vie au dessin. Et on n'hésite pas, si on a des ombres qui vont être un peu plus sombres, encore on n'hésite pas à marquer ces ombres, en faisant attention à la distance bien entendu. Ensuite au niveau de la lumière, on a vu que toute la partie à l'avant, donc si on reprend la perspective, on a vu que la partie lumineuse en avant va remonter assez loin, donc du coup là on imagine qu'on va prendre cette couleur, qu'on va donner un peu de lumière, comme elle se rapproche on va aller plutôt dans les couleurs un peu chaudes, on va aller plutôt vers la droite, saturer un peu les couleurs qu'on est en train de réaliser. Vous voyez ici, le but ça va vraiment de faire une belle démarcation ici avec des couleurs un peu plus vives. Je vais masquer tout ça. Hop, comme ceci. Si on imagine qu'on a une lumière qui arrive ici, on peut ici créer un beau contraste pour marquer la partie droite de la maison et marquer l'entrée notamment. Ici également, on n'hésite pas à retravailler un petit peu au niveau des volumes. Donc on a un élément comme ça. Et on a hop, la partie de la maison ici qui va être beaucoup plus lumineuse. Donc on n'hésite pas ici hop, à renforcer la luminosité. D'accord? On va faire la même chose au niveau des toitures. Ici, on a une petite ombre qui va se dessiner ici, mais hop, qui ne sera pas forcément très lumineuse. Et on a la toiture qui est ici, qui va être beaucoup plus dans le éclairé. D'accord, vous voyez que hop, aussitôt qu'on a éclairé un petit peu tout ça, ça fonctionne un peu mieux. Donc on fait attention aux parties qui sont dans l'ombre. Et on n'hésite pas également à remonter un peu en termes de luminosité pour les bords des toitures qu'on va marquer. De même ici. Et de même de ce côté-là. Et voilà. Et ici au niveau de l'ombre, on va essayer de saturer un petit peu plus, d'aller légèrement vers les tons bleutés. Et de marquer davantage la partie droite de la maison. Comme ceci.
D'accord, on va essayer de casser un peu ce qu'on a vu tout à l'heure ici, donc la pente ici. On va essayer de rester un peu plus uniforme pour casser cette pente justement. D'ajouter quelques ombres pour les personnages. On n'hésite pas également à marquer davantage cette partie. Et au niveau de l'ombre, on va assombrir un petit peu le premier plan ici. D'accord, donc ici, pareil, il ne faut pas hésiter à faire en sorte qu'une partie du feuillage soit masquée. Masque les parties des branches. D'accord? Comme ça, et on essaie de créer un beau contraste. On va saturer un peu plus vers les tons rouges comme ceci, et ça va permettre de placer le buisson ici vraiment au premier plan. A contrario ici, ce qu'on va devoir faire pour la végétation qui est en fond, on va désaturer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va aller plutôt vers les gris, d'accord. On va essayer au contraire de descendre un petit peu en termes de luminosité. Et vous voyez, le but ça va être ici de créer un beau contraste avec les éléments qui sont en fond, quitte à rester un peu plus uniforme dans le traitement de la végétation ici. Voilà, le but c'est vraiment de créer un beau contraste avec le reste de la maison. Et en même temps d'essayer de pas trop saturer les couleurs. Même chose ici, vous voyez ici on est vraiment sur des tons sombres qui vont marquer le reste de la maison. Comme ceci. Voilà. Voilà, et on va faire la même chose ici, vous voyez qu'on est vraiment très sombre. Je vais peut-être diminuer encore un petit peu au niveau de la cheminée à gauche. Et ici, je vais peut-être même aller sur un truc complètement sombre jusqu'en haut. Le but étant de créer un beau contraste. En signifiant, bien entendu, que lui, il va se placer un peu en avant. Voilà. Donc, comme je disais ici, au niveau de la cheminée, on va essayer de l'éclaircir un petit peu. On va le changer en termes de taille. On va essayer de renforcer le contraste ici. Voilà, après bien entendu, il va falloir prendre un peu de temps pour donner de la texture au niveau des toitures, etc. Donc là, je le fais très rapidement, c'est vraiment juste pour vous montrer, Eliane, comment traiter un petit peu le sujet, mais vous voyez que du coup, il va falloir faire attention au reste. Je n'hésite pas également à ajouter un petit peu de bleu au niveau du feuillage, de la végétation ici. Le but étant d'enlever un peu de saturation pour créer de la distance. Et dernier point ici, si on passe en noir et blanc, vous voyez que le ciel ici est vraiment très lumineux. Si on compare ici, on a un ciel qui est très lumineux par rapport au reste de votre dessin pour pouvoir renforcer davantage la profondeur. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer d'être le plus lumineux possible. Je vais juste tracer une marque ici. On va prendre la couleur que vous avez utilisée ici, on est dans les tons un peu rouge. Hop, ici, on va aller peut-être vers les tons un peu violets comme ça. Hop, ici, vous voyez, on va monter en luminosité, on est à peu près dans les tons qu'il faut. On n'est pas obligé d'être aussi lumineux, mais l'important c'est de créer un contraste avec le reste de la maison. D'accord? Donc du coup, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, on va créer un beau contraste. Là encore, il faut essayer d'utiliser des couleurs pas trop saturées, donc c'est-à-dire pas de couleurs trop vives. Essayer de faire en sorte que
comme on est sur un fond, on va avoir des couleurs un peu plus vers les gris, en faisant bien attention. Donc là on est sur une référence photo qui est en pleine journée, et bien entendu si on est sur un ciel qui est avec un beau coucher de soleil, etc., donc on aura des couleurs qui vont être à l'inverse très très vives. D'accord, donc après bon, le but ici ça va être d'être le plus soft possible, c'est-à-dire quand vous faites vos tableaux, donc j'imagine que vous faites le fond en premier et que vous allez peindre par-dessus ensuite. En tout cas c'est ce que je vous recommanderais. Et le but c'est d'essayer de faire en sorte que quand on a un ciel qui est dégagé comme ici, c'est essayer d'avoir un beau dégradé en fond qui va être le plus uniforme possible, et pour reproduire notamment cette sensation d'un ciel très ensoleillé. Voilà. Et ensuite en termes de couleurs, bon, je le fais vraiment très vite, hein. Il faut vraiment pas hésiter de votre côté à prendre un peu votre temps, à faire bien les choses, à revenir un petit peu sur la végétation pour bien marquer la différence, etc. Et vous voyez que automatiquement ça crée une certaine distance avec le reste du dessin, avec le fond notamment. Et ensuite ici ne pas hésiter, donc on va aller un peu vers les tons bleutés. On n'hésite pas à rajouter une petite touche de bleu. On va devoir essayer de rester assez lumineux quand même. Peut-être pas trop. Ici, on est peut-être un peu trop lumineux. On va se rapprocher du violet. On va redescendre un petit peu en termes de luminosité. D'accord. Voilà, là on est plutôt pas mal. Voilà, et on n'hésite pas ici peut-être à renforcer un peu plus. Comme ceci, d'accord? Donc voilà un petit peu pour les différents changements, donc bien faire attention au contraste. Donc vous voyez ici, cette fois-ci on a un beau contraste avec la maison et le fond de ce côté-là. Je vais reprendre un petit peu les points qu'on a vus ensemble. Donc ici on a un beau contraste, vous voyez ici. On a un beau contraste également entre le premier plan et le reste de la maison ici. Donc il va créer un peu cette impression lumineuse. Ici on pourrait même aller un peu plus loin, c'est-à-dire travailler ici sur une zone intermédiaire entre la partie lumineuse ici et le reste. Donc voilà, ça, on peut très bien le faire aussi. Ensuite, vous voyez qu'on a un beau contraste du coup entre toutes les toitures, le fond, la végétation qui en fond, etc. Donc, par rapport à votre dessin, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes types de contrastes. On est vraiment sur, au lieu d'avoir une toiture très sombre et un fond très lumineux, on va avoir une toiture qui va être plus lumineuse, avec une végétation qui va être beaucoup plus sombre, comme on voit ici, on a une végétation qui est beaucoup plus sombre, et par contre ça va être le ciel qui va créer un contraste très fort entre la toiture et le reste entre la toiture et le ciel notamment. D'accord? Donc voilà, si je repasse, vous voyez une différence. Le rendu n'est pas exactement le même. D'accord? Donc il faut bien faire attention à ces différences de contraste, et c'est ça qui va vous permettre de vous rapprocher au maximum d'un rendu un peu plus réaliste, on va dire, et surtout là, pour le coup de votre référence photo. Juste enlever ça, et voilà. Je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez bien le avant-après, vous voyez ici des couleurs un peu moins vives, donc voilà, il faut vraiment faire attention à ne pas mettre des couleurs trop vives partout. Donc il faut essayer de désaturer un peu plus les endroits qui ont besoin de l'être, et notamment donc, tout ce qui va se trouver au dernier plan va être moins saturé, moins vif. Tout ce qui va être au premier plan va tendance à être un peu plus vif, plus saturé. D'accord? Dernière réalisation maintenant, il s'agit d'une peinture réalisée par Lynn. Donc ici, j'aurais pas forcément beaucoup de choses à dire non plus, car votre dessin est plutôt bien réussi. Au niveau des couleurs, donc on avait déjà fait
une vidéo avec un coucher de soleil, etc. Donc au niveau des couleurs, donc c'est pas forcément les vraies couleurs d'un coucher de soleil, etc. Mais du coup le style de votre dessin est déjà très bien comme ça. Je sais pas si c'est un parti pris ou pas, mais en tout cas le rendu est vraiment très très intéressant et ça donne un style très particulier qui, j'estime, n'ont pas forcément besoin d'être modifié d'un point de vue de la colorimétrie. Euh, Même si d'un point de vue réaliste, etc., donc si c'était l'objectif de votre réalisation d'avoir un rendu un peu plus réaliste, donc là on n'est pas trop proche de ce cas de figure, mais on est plutôt sur un dessin qui pour moi est stylisé d'une certaine façon et qui fonctionne très très bien comme ça. Donc ce qui fait que même par rapport aux éléments que je vais vous dire ici, par rapport à la couleur par exemple, si vous cherchez un style un peu plus réaliste, ça correspondra pas forcément à l'objectif de ce dessin, d'accord? Donc voilà, il faut bien faire attention entre ce que je vais dire et au style que vous avez envie de donner, car ici pour moi votre dessin il fonctionne très bien en l'état et il ne nécessite pas forcément de modifications particulières, d'accord? Donc ensuite ici, si on cherche par exemple le fonctionnement d'un coucher de soleil, il y a des petites choses qui vont être légèrement différentes, donc notamment en termes de couleur, en termes de rendu entre la mer et le ciel, donc il va falloir différencier peut-être un peu autrement. Quoi qu'il en soit, donc un autre point positif que j'aimerais relever également, c'est au niveau de la composition, donc ça fonctionne plutôt très bien. On a une belle dynamique ici qui recoupe avec la ligne d'horizon qui fonctionne bien ici. Vous n'avez pas superposé les visages, le haut des visages avec le corps comme ça au niveau de la ligne d'horizon, donc ce qui fait qu'on a une belle cassure ici qui fonctionne beaucoup mieux. Donc ça, c'est très très bien donc d'avoir divisé et passé la tête de vos personnages au-dessus de la ligne d'horizon. Ça permet de ne pas avoir de nœuds qui vont gêner au niveau de la lecture, donc ce qui fait que ici ça fonctionne très bien. Vous avez les personnages qui sont alignés légèrement comme ça, donc ce qui fait que ça crée également une belle dynamique de ce côté-là. Et ensuite donc la position du soleil qui est plutôt pas mal. Ce que j'aurais peut-être fait éventuellement, ce serait peut-être de le décaler légèrement vers la gauche pour profiter de la règle des tiers, donc diviser comme ça en 3 parties et poser au croisement donc des règles des tiers notamment, de poser à ces croisements. Hop, ici on a vos personnages qui vont être au tiers ici qui fonctionnent très bien, et ensuite peut-être placer le soleil peut-être légèrement à gauche ici. Voilà, c'est vraiment une petite broutille. Voilà, on peut essayer de modifier ça pour voir ce que ça donne. Ça va créer un petit peu plus d'espace ici entre le soleil et vos personnages. Donc ici, je vais juste conserver ces lignes, voilà, pour me guider. Et ensuite, vous voyez, on va juste décaler un petit peu comme ça. Hop, on a une belle couleur ici. On a un effet lumineux ici. Hop, on va essayer de conserver comme ça, et ensuite ici on va masquer juste un tout petit peu ici, et dans l'idée du coup on va créer un peu comme un halo ici de lumière qui va saturer au fur et à mesure, donc avec ici une belle couleur dans les tons jaunes comme ça fonctionne très très bien. Hop, comme ceci, voilà. Et ensuite on va modifier également au niveau du placement du reflet dans l'eau. On va placer le reflet plutôt ici. On va essayer de respecter les couleurs que vous avez utilisées ici. Voilà. Et l'objectif ce serait ici de marquer votre soleil comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit décalage, voilà, vraiment pas grand chose.
Le but simplement, c'est juste au niveau de la lecture, je peux même peut-être récupérer ça, de créer un tout petit peu de distance avec les personnages et de décaler légèrement pour correspondre à la règle des tiers. Et ici, voilà, je peux même essayer de conserver votre réalisation et d'augmenter un petit peu ici les parties du soleil qu'on va voir ici. D'accord. Donc voilà. Ensuite, deuxième point au niveau de la construction même de votre dessin, ce serait plutôt l'aspect anatomique de ce personnage-là, sachant que lui, il fonctionne plutôt bien. Lui, bon, il y a une partie ici qui mériterait peut-être d'être mieux dessinée, mais voilà, dans l'état, ça fonctionne quand même pas mal. Hop. Avec l'épaule qui passe en avant ici. Par contre, ici, votre personnage, donc il est construit un petit peu bizarrement. Hop, ici, donc un personnage, on imagine qu'on a bien ici donc une cage thoracique de ce côté-là. D'accord, donc la cage thoracique, on a ensuite le dos ici qui va se courber avec la colonne vertébrale qui va se dessiner ici. On a les hanches qui vont être assez proches de la cage thoracique de ce côté-là. Ce qui fait que quand vous allez dessiner votre t-shirt, il va peut-être falloir le remonter un petit peu. D'accord. Et ensuite au niveau des jambes, donc on aura ici hop, la construction des jambes de ce côté-là et de ce côté-là, le genou ici et ensuite les jambes comme ça en arrière. D'accord. Donc je vais juste bien redessiner cette partie là. Donc pour ce faire, je vais juste ici remonter un petit peu le t-shirt. D'accord, donc ça va recasser un peu au niveau de la dimension, augmenter un petit peu la taille du short qui est en avant ici. Même chose ici en arrière-plan. Voilà, je peux effacer un petit peu ce qui reste. Je vais juste décaler un petit peu la jambe. Donc ici au niveau de la lumière, donc vous avez placé une lumière à droite ici. Je pense qu'il faut plutôt la placer à gauche. Donc on a le soleil qui arrive de ce côté-là. Donc on va privilégier donc un halo lumineux ici. Hop, ici à gauche. Et ici, bien redessiner la jambe en faisant un peu plus attention hop, à l'anatomie et à la morphologie. Voilà, et on peut même marquer ici au niveau du short, ici en avant, on peut marquer ici une petite lumière qui va créer la différence. Et juste remonter un petit peu au niveau de la luminosité ici. Hop, saturer davantage. Voilà, comme ça. Pour marquer la position du soleil sur le short. D'accord. Vous voyez ici, juste redéfinir un petit peu l'anatomie qui me semblait un peu bizarre ici. Et de ce côté-là, vous avez hop, la mer qui passe de l'autre côté ici. Donc ça, voilà, ça fonctionne un peu mieux. Ici, au niveau des couleurs, c'est un peu dommage également. Vous avez des couleurs qui sont très belles ici, avec des beaux oranges, des tons un peu rouges, etc., qui fonctionnent vraiment très bien. Et à contrario ici, vous avez une couleur un peu verte qui tombe un peu dans les couleurs un peu boueuses, donc il faut faire attention. Donc ici, moi, j'aurais peut-être relevé un petit peu au niveau des couleurs, réutiliser du rouge comme vous avez fait à côté, d'accord, du orange également. Voilà, pour éviter des couleurs trop sombres ou des couleurs qu'on appelle boueuses en anglais. Là, ici vous avez un pantalon violet, ici un pantalon un peu bleuté, donc on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, donc la difficulté ici c'est que vous tombez assez facilement dans les couleurs un peu vertes qui malheureusement bouffent un petit peu votre couleur. Donc voilà, il faut essayer de faire attention à ça pour garder un peu l'énergie que vous avez au niveau de votre dessin. Donc voilà, on va dire en termes de modifications réelles que j'aurais pu faire sur votre dessin, et je n'aurais peut-être pas touché à grand chose de plus, peut-être juste mieux travailler la séparation entre le ciel et la mer,
Ici notamment, ce qui va se passer généralement, c'est que la mer va avoir tendance à s'assombrir au fond et à se dégrader sur des couleurs plus lumineuses en avant, et le ciel va plutôt faire l'inverse. On aura un ciel qui va être très lumineux ici, et ensuite donc avec les nuages on aura un contraste qui va se créer. Donc ce que j'aurais pu faire également, donc ici au niveau du ciel, par rapport à la couleur de votre ciel ici, j'aurais peut-être séparé comme ça. Voilà, en essayant de faire attention et de ne pas perdre. De ne pas perdre l'idée de votre dessin. Voilà. Peut-être en désaturant un tout petit peu ici. D'accord. Hop, rien ne vous empêche de montrer un peu le ciel également en arrière-plan. Même si le but c'est que ça reste le plus léger possible. Là pareil, peut-être d'éviter un petit peu les couleurs qui tombent vers le vert. Essayer de privilégier comme ceci, et peut-être justement de créer un contraste avec la mer, donc de renforcer un petit peu l'ombre. De renforcer un peu l'ombre au fond. Comme ceci. Voilà un petit peu les modifications que j'aurais éventuellement apportées. Donc vous voyez, ça reste des modifications très très légères. J'estime que votre dessin fonctionne très bien comme ça, donc au niveau des couleurs, il n'y a pas forcément à modifier quoi que ce soit. Donc voilà, après si vous souhaitez un rendu un peu plus réaliste, un peu plus proche de la réalité au niveau des couleurs du ciel par exemple, là ce qui va se passer c'est que du coup donc vous allez avoir votre point lumineux, c'est-à-dire votre soleil ici, qui va être dans les tons jaunes, je vais vous montrer ici. Et ensuite ce qui va se passer c'est que les nuages auront tendance à aller vers les bleus, et le dégradé va se faire de cette façon là, c'est-à-dire que vous allez passer par des couleurs un peu chaudes, très chaude jaune. Ensuite vous allez passer sur des couleurs un peu vers les tons rouges, puis les violets, puis les bleus. D'accord. Donc ça veut dire que ici par exemple, si vous dessinez au niveau des nuages, donc ce qui va se passer c'est que généralement vos nuages vont commencer par être très rouges d'abord. Dans un premier temps on aura des couleurs un peu rouges, jaune rouge. Donc on va commencer avec le jaune du soleil, pardon. Et ensuite, on va aller de plus en plus vers les tons rouges. D'accord, on va éviter les tons verts comme vous avez utilisé ici, par exemple. Voilà. On aura peut-être des éléments qui vont passer en avant. Ensuite, on va aller de plus en plus vers les rouges, voire presque vers les couleurs un peu violettes. Voilà, donc c'est ce qui va se passer dans un vrai coucher de soleil, quand on aura plein de nuages comme ça. Voilà, on aura le dessous qui aura tendance à s'éclairer un petit peu dans les tons rouges, comme ça, donc en fonction des nuages qu'on va observer.
Donc plus on va se rapprocher du soleil, plus on sera dans les tons chauds et les tons jaunes. Et plus on va s'éloigner, plus on aura tendance à aller dans les tons violets. Voilà, jusqu'à arriver dans les tons complètement violets, presque bleus. On va aller vraiment vers les bleus ici, comme ça. Voilà, jusqu'à terminer un peu comme vous avez fait ici dans les tons bleutés. Comme ceci. Voilà, je le fais grossièrement, c'est juste pour vous montrer en termes de colorimétrie. Et ensuite on verra à travers donc le ciel qui va être beaucoup plus lumineux ici. Donc on aura des parties du ciel qui vont être visibles. Et ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire que le ciel, quand le ciel va apparaître, on aura des parties du ciel qui vont être très bleues, donc notamment les parties les plus éloignées, et ensuite on aura à l'inverse des parties du ciel qui vont être très jaunes en se rapprochant là encore de la position du soleil. Voilà, et on aura ici le ciel qui aura tendance à faire le chemin inverse en passant par des tons gris. Ensuite on passera dans les tons un peu roses. Jusqu'à arriver dans les tons orangés, jaune orangé. Quand on va se rapprocher du soleil. Voilà. Vous voyez que du coup en termes de lumière, en termes de couleur au niveau du ciel, ça va vraiment être une gamme de couleurs complètement différentes si on cherche un aspect réaliste, si on cherche un aspect stylisé. Et là pour le coup, ce qui va se passer, c'est que du coup la mer aura tendance à se colorer dans ces tons colorés justement, à aller chercher donc les gammes de couleurs qu'on vient de voir ici. Comme ceci. Donc voilà, c'est fait vraiment très grossièrement, mais c'est vraiment juste pour vous montrer la gamme colorée qu'il va y avoir. Donc comme je vous disais, on aura vraiment autour du soleil des tons chauds, des tons jaunes. Ensuite, on va vraiment passer par des tons rougeâtres pour les nuages au fur et à mesure. Et ensuite, plus on va s'éloigner, plus on va arriver avec des nuages qui vont sembler bleus. Et il ne faut pas oublier le contraste entre la partie du ciel qui va toujours être plus lumineux que les nuages. Quand on va dessiner justement un coucher de soleil, ça va s'inverser. Quand on dessine en journée, on aura les nuages qui vont être très blancs par rapport au ciel. Et quand on va dessiner plutôt un coucher de soleil, ça va plutôt être l'inverse, c'est-à-dire qu'on aura le ciel qui va être très lumineux et les nuages qui vont avoir beaucoup d'ombre. Comme on a une lumière qui est très rasante, on aura beaucoup d'ombre et justement on aura les nuages qui auront une tendance à être très sombres par rapport au ciel. D'accord ?
Donc voilà, Aline, pour votre dessin. Donc là, j'ai enlevé tout ça. Donc pour moi, à conserver, c'est vraiment plus ces modifications-là dans le style que vous avez utilisé ici. Comme je vous le disais, donc je corrigerai votre second dessin pour la prochaine vidéo, donc c'est-à-dire le mois prochain. Donc voilà. Comme d'habitude, je remercie donc les participants pour d'avoir envoyé leurs dessins. Donc merci à Aline, merci à Eliane et merci à Corinne d'avoir joué le jeu et d'avoir participé aux corrections. Si vous aussi vous voulez envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Je me ferai un plaisir de vous corriger. Bien entendu, je le fais dans l'ordre des dessins qui arrivent. Quoi qu'il en soit, je vous dis bon dessin, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.